Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de la descente des alpages qui fait un retour très attendu dans les rues de Grenoble en ce début d'automne. Chris Marot, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes l'organisateur, l'un des organisateurs de cette descente des alpages. On en parlera avec vous de cette 11e édition qui se profile. En montagne, on peut descendre, mais on peut également monter, grimper. C'est ce que propose le groupe d'excellence alpinisme national, dédié à des jeunes alpinistes de la région, représenté sur ce plateau par Anouk Félix-Faure. Bonjour. Bonjour. Et puis par le responsable de ce groupe, Stéphane Benoît. Bonjour. Bonjour. Alpiniste de haut niveau qui coach aujourd'hui les nouvelles générations. Et puis dans cette émission, on va également parler de vin avec la renaissance du vignoble isérois. Antoine Despierres, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du syndicat des vignerons de l'Isère. Combien on compte aujourd'hui de vignerons dans notre département ? On est une vingtaine d'adhérents au syndicat. C'est un nombre qui a tendance à augmenter ? Tout doucement, parce que la vigne, ça prend du temps, mais oui, ça monte petit à petit, ouais. Alors, quand on parle de l'Isère, on peut penser aux montagnes, on peut penser éventuellement à l'innovation et ce qui se passe dans l'agglomération grenobloise. On ne pense pas comme ça directement au vin. Pourtant, notre département a été un gros producteur de vin il y a quelques siècles. Oui, alors on a compté jusqu'à 30 000 hectares de vignes jusque dans les années 1850 en Isère. On est tombé tranquillement mais sûrement à un peu moins de 300 hectares dans les années 1950. Et aujourd'hui, donc avec les néo-vignerons, on replante de la vigne et on a 60 hectares productifs. À l'époque, il y avait le Bordelais, le Languedoc et puis l'Isère qui était dans les départements phares. Les habitudes de consommation ont beaucoup changé. À l'époque, on était sur une consommation d'1 litre à 2 litres par personne et par jour. Alors bien sûr, des vins avec très peu d'alcool et puis des gens qui ne vivaient pas dans nos conditions de vie actuelles avec la clim et le chauffage. Donc ce n'était pas la même façon de consommer. Mais toujours est-il que oui, en Isère, on produisait du vin pour la consommation courante. Ouais, j'ai vu qu'il y avait 2800 exploitations rien que dans la vallée du Grésivaudan. Oui. Ça paraît incroyable aujourd'hui, quand vous le dites, vous comptez sur quelques dizaines. Pourquoi cette production a subitement chuté de façon si drastique ? Parce que on va pas se mentir, c'était pas un vin d'une très grande qualité. Aujourd'hui, la technologie a évolué, les méthodes de travail pas vraiment. On est tous plus ou moins soit en bio, en biodynamie ou avec les chevaux. Mais par contre, dans la façon de travailler le vin, les choses évoluent. Et aussi, le goût des gens évolue. Les vins à 14,5, 15 degrés, qu'on va trouver de plus en plus à cause donc, du dérèglement climatique, entre autres, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et il y a une place pour des vins avec peut-être un petit peu moins de degrés, mais aussi avec une autre personnalité, avec plus d'acidité, qui, il y a encore une vingtaine d'années, était un défaut rédhibitoire. Aujourd'hui, un vin avec une petite note acidulée, ça va très bien, par exemple, avec du fromage. Donc c'est pour ça que le vin isérois reprend comme ça un peu de terrain, regagne un peu de terrain. Ce sont des jeunes vignerons, des jeunes producteurs qui se lancent. Ouais, on a tous entre 30 et 45 ans, donc ouais, on va dire qu'on est des jeunes. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, à partir dans ce secteur d'activité ? Alors, personnellement, j'étais sommelier et directeur de la restauration. J'ai travaillé 10 ans à Miami, Berlin, Londres et Dubaï. Et en fait, j'ai eu envie de rentrer chez nous et investir dans la maison de notre famille depuis 1810, créer une activité économique et donc planter un peu de vignes et s'amuser, mais aussi en faire une activité économique viable, bien sûr. Vous êtes installé dans le sud de Grésivaudan. Le retour peut-être le plus emblématique pour les Grenoblois de ce vignoble isérois, c'est les images qu'on voit à la Bastille depuis quelques années. La vigne a fait sa réapparition aux portes de Grenoble. Et oui, chez le Père Gras, donc avec l'objectif de faire là des vins avec des bulles.
Donc des vins effervescents, entre autres, hein, mais je crois que c'est ça le projet de Laurent Gras. L'Isère qui se démarque aussi par une remise en culture de cépages un peu oubliés. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est pas que de replanter de la vigne, mais c'est aussi d'aller chercher les cépages que les autres n'ont pas. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si c'est pour faire une copie de ce qu'on trouve ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Et surtout qu'on a dans l'Isère, et donc on va dire toute la vallée qui descend de la Savoie jusqu'à Romans, il y avait des cépages autochtones qui existaient, le persan, l'onchette, les traires de la Dhuy, la verdesse par exemple, qui aujourd'hui ne demandent qu'à être replantés et réexpérimentés parce qu'on peut faire des très jolies choses avec ces cépages. Il y a des amateurs de vin autour de la table Stéphane, Anouk? Non, pas de ce côté-là. Chris Je n'ose dire oui. Je pense que vous avez regardé avec intérêt le retour des vignes au-dessus de Grenoble, à Bastille, ces dernières années. Bien sûr, c'est un moment formidable, surtout que c'était une tradition, le pétillant du Rachet. C'était un vin que les Grenoblois connaissaient et qui servait un petit peu pour sceller les amitiés et puis sceller aussi les fins de contrat industriels. Donc finalement, c'est le retour à quelque chose qui se faisait avant et avec la modernisation et des cépages peut-être plus performants puisque ce serait surtout du chardonnay. On est plutôt blanc ou rouge en Isère dans les productions? On est les deux. On a plus d'une vingtaine de cépages autorisés et il y a grosso modo moitié blanc, moitié rouge. Avec une dominante sur l'agriculture biologique, hein, c'est ce que vous disiez. On ne peut pas aujourd'hui, à mon sens, créer un vignoble et mettre du glyphosate et de l'insecticide à tout va. Enfin, on est de toute façon dans des zones qui sont de plus en plus urbanisées, donc on va se mettre nos voisins sur le dos. Et puis je crois qu'il y a aussi une volonté de chaque vigneron de travailler sa terre, de travailler son terroir et d'être au plus proche de la nature. Donc si on commençait à jouer aux petits chimistes, je ne suis pas sûr que ça aurait beaucoup de sens avec notre démarche. Là, on voit votre exploitation, vous faites même appel à des chevaux de trait comme à l'époque, on va dire. Ouais, alors ça, c'était vraiment au cœur de notre démarche initiale au domaine. Les 3 premières années, on a travaillé l'intégralité de nos sols à cheval. Les choses ont fait que malheureusement, on n'a pas pu continuer parce que on a gelé en 2017, donc on n'avait juste plus les moyens. Et puis qu'on a voulu expérimenter le couvert végétal qui apporte aussi des réponses assez intéressantes sur la vigne. Mais j'ai bon espoir, là, avec la nouvelle parcelle qu'on plante à l'automne, de faire revenir les chevaux dès le printemps prochain. Comment se présente justement la récolte 2021? On parlait des intempéries, ça a souvent un effet positif ou négatif sur le raisin. Voilà, là, on va dire que 2021, c'était pas une année. On va vite passer à 2022. Bon, il avait fallu faire des stocks avant, j'imagine, pour passer le cap. Ça fait aussi partie des aléas de ce type d'activité. C'est la vie d'agriculteur, c'est comme ça, on vit avec. Alors, en ce mois d'octobre, il y a les vendanges qui ont démarré et qui vont se terminer. Il y a aussi 2 temps forts pour les vignerons isérois. D'abord, un concours des vins de l'Isère. Oui, et c'est déjà le 10e. On dirait pas comme ça, et c'est un vrai concours. Hein. C'est pas la médaille en chocolat. C'est organisé dans les mêmes conditions que les grandes AOC. Alors nous, vignerons, on n'est pas au courant de tout, hein, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a connivence. Mais on sait, par exemple, qu'il va y avoir pour la première fois plus de femmes que d'hommes jury, ce qui est assez exceptionnel, et que c'est un jury maintenant qui est devenu presque international, parce qu'on a des jurés qui ne viennent pas que de petites régions, mais qui viennent de beaucoup plus loin, et c'est des sommeliers, des professionnels du vin, enfin des gens sérieux. On les voit là, lors des précédentes éditions, on goûte, on sent le vin, ils ne passent pas la journée à le boire quand même. Non, alors ça va relativement vite, parce qu'il y a énormément d'échantillons. Mais par contre, oui, les bouteilles sont anonymisées et c'est une dégustation à l'aveugle. Et après, ceux qui méritent une médaille, la table du jury le décide ainsi, et ceux qui ne méritent pas n'ont pas de médaille. Bon, c'est important, j'imagine, pour un producteur d'avoir une reconnaissance comme ça dans ce type d'événement. Alors, très concrètement, avec les quantités qu'on produit respectivement aujourd'hui, on se plaint pas, ça marche très bien, on est très soutenu par le département de l'Isère, on a une vraie demande locale, donc le concours, c'est aussi une façon de communiquer sur l'existence des vins et de dire qu'on fait du bon aussi en Isère et que on n'a pas à rougir des vins qui sont proposés. Et donc le concours, c'est aussi ça, c'est pas juste pour coller une petite étiquette pour mieux vendre, mais c'est aussi pour dire que on existe et on fait du bon. Aujourd'hui, le vin isérois, sur des concours, on va dire, ouverts à tout type de vin, même des grands crus, il peut se démarquer Oui, on a régulièrement des vins qui sont présentés au Salon de l'Agriculture et qui ont des médailles au concours général agricole, bien sûr.
Alors, ce concours sera le 18 octobre, c'est réservé, on l'a vu, aux experts et aux professionnels, mais le week-end qui précède, hein, les 16 et 17 octobre, là, il y aura un salon ouvert au grand public. C'est ça. En fait, on a été très bien accueillis par la municipalité de Montbonneau. On loue la Maison des Arts et on s'est dit c'est quand même dommage d'avoir ce très beau bâtiment pour 3 jours et d'en profiter que le lundi. Donc on s'est dit le samedi et le dimanche, on invite donc les vignerons de l'Isère et leurs copains. Donc on sera 22 en tout pour faire un salon ouvert aux particuliers, pour permettre aux gens de découvrir les vins de l'Isère, mais aussi de découvrir d'autres domaines et d'autres régions et d'autres appellations et de se faire plaisir. J'imagine sur un salon comme ça, on peut goûter. C'est tout à fait, c'est le principe. Ouais, vous payez vos 5 euros, on vous donne un verre à dégustation et après, amusez-vous. D'accord. Comment vous contrôlez éventuellement les abus Alors, pour avoir assisté à de nombreux salons, les gens ne viennent pas pour ça. Non, c'est jamais la foire d'empoigne. C'est souvent des gens, même tout le temps, des gens qui connaissent déjà un peu le vin. Et ceux qui connaissent pas, ils viennent pas pour faire des choses pas acceptables. Et c'est toujours très agréable et festif et dans la convivialité. Mais voilà, c'est pas une beuverie. Hein. Clairement, c'est pas l'objectif. Bon, 16 et 17 octobre à la Maison des Arts de Montbonneau, si vous voulez découvrir la diversité des vins isérois et leurs producteurs, c'est un événement à noter sur votre tablette. On va enchaîner avec un autre événement qui sent bon le terroir et le territoire. Allez, cet événement, c'est la descente des alpages organisée par l'association éponyme représentée par Chris Moiroux sur ce plateau. Un peu comme le vignoble isérois, c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Vous en êtes à la 11e édition. Chris, on peut rappeler le principe de la descente des alpages ? Eh bien, c'est depuis 11 ans créer du lien entre la montagne et la ville. Voilà, réaffirmer que la ville avait besoin de ces montagnes et les montagnes ont également besoin de la ville pour le tourisme, pour leur production, pour tout ce qui fait le charme de cette région. Alors, pour la Coupe Icare qui a lieu un petit peu avant, le temps fort, c'est le concours de déguisement. Pour la descente des alpages, j'ai envie de dire que le temps fort de la manifestation, c'est le défilé des vaches qui débarquent dans les rues de Grenoble. Voilà, c'est vraiment le moment fort de notre week-end. Il est d'autant plus important cette année que la 10e édition a été marquée par une réduction quand même drastique de tout ce qu'on a pu organiser. Et donc, c'est le retour des vaches. Elles sont en pleine forme. Les éleveurs sont en pleine forme. Ils sont prêts et ils donnent rendez-vous aux Grenoblois pour un défilé qui sera exceptionnel cette année. Parce que d'abord, il est attendu. On a besoin de les voir. Elles ont besoin de venir. Il est toujours très suivi, hein. On le voit là sur ces images, voilà. Le public. Et surtout, cette année, on a changé un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'à la boucle traditionnelle va se substituer un défilé avec 3 points de départ qui vont permettre aux vaches de Chartreuse, de Beldonne, du Vercors, donc de mettre en avant trois dimensions de Grenoble. Grenoble, la montagnarde, avec un point de départ sur le glacis de la Bastille, en haut de la Bastille. Grenoble, la sportive, l'olympique, avec un point de départ au Palais des Sports, qui passera aussi devant l'anneau olympique, la vasque olympique. Et le 3e défilé, donc pour illustrer Grenoble innovante, qui partira du bout de la presqu'île, en tout cas de l'esplanade Robert Schumann, pour montrer un petit peu ces 3 facettes de la ville. Non, vous allez bloquer tout Grenoble pendant un samedi, là. Mais écoutez, on le souhaite, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, les vaches sont prêtes et on va surtout inviter tous ceux qui le souhaitent à se joindre au défilé. Il y aura des rendez-vous, on va communiquer sur les rendez-vous et on invitera les Grenoblois de tous âges, de toutes professions, à accompagner les vaches sur le beau parcours qu'elles vont réaliser dans leur ville. J'imagine que ces 3 défilés vont converger pour se retrouver au bout du compte. Voilà, comme pour un comice, et bien comme pour le comice de Grenoble, elles vont se rassembler place de Metz et elles seront ensuite visibles tout au long de la journée avec des animations, bien sûr, des présentations et bien sûr le 2e temps fort de la journée qui est la gastronomie, la mise en avant de tous les produits du terroir, avec toutes les marques du département, avec les fromages, avec la noix, enfin tout ce qui fait, je crois, le charme de notre territoire. Les Corps des Alpes qui seront évidemment de sortie. On a même vu qu'elles étaient bénies, les vaches, à l'occasion de leur descente dans les Hauts-de-Grenoble. Voilà, c'est toujours un temps important, hein, la bénédiction, voilà, comme la bénédiction des guides dans la vallée de Chamonix, comme la bénédiction de la mer. Et puis, je dis toujours, en fait, elle existait la bénédiction dans les alpages.
Alors on disait pourquoi le prêtre allait bénir les alpages. C'est sûr que c'était pour assurer la prospérité un petit peu des troupeaux, des productions. Mais la vraie raison de la bénédiction, c'est que monsieur le curé se rendait dans un alpage pour bénir les troupeaux, pour bénir les éleveurs, et il repartait avec dans sa musette un bout de fromage, un morceau de cochon, et finalement c'était une forme traditionnelle du panier des prêtres qui existe encore aujourd'hui et qui doit peut-être même être développée. Alors, il y a une nouveauté qui devrait plaire aussi aux familles et aux enfants pour approcher ces animaux d'un peu plus près. C'est un campement de vaches au sommet de la Bastille qui aura lieu le vendredi précédent, le vendredi 8 octobre. Exactement. En fait, ce sont les éleveurs de Chartreuse qui sont formidables parce qu'on leur a dit on va vous confier une mission difficile, c'est celle de descendre depuis le glacis de la Bastille. Et ils m'ont dit mais descendre, ça, pour nous, c'est facile. Mais pour descendre, il va falloir qu'on s'y installe. Autant s'y installer la veille. Et ils nous ont proposé de venir s'installer dès le vendredi après-midi, donc dès le 8 octobre, sur le glacis de la Bastille, pour organiser un petit peu leur campement, comme pour faire une ascension dans l'Himalaya. Voilà. Mais là, ce sera pour la descente. Ce sera leur camp de base. Ils vont s'installer avec leurs animaux, leur appareil de traite. Et ils vont, pour tous les Grenoblois qui voudront bien monter à la Bastille à pied ou en bulle, assurer une traite, des dégustations de fromage et expliquer leur métier. Voilà, ils vont passer la nuit sur le glacis de la Bastille pour être le lendemain matin de bonne heure sur pied pour une traite du matin et ensuite commencer le défilé qui sera un moment fort puisque les vaches qui vont descendre de la Bastille seront également accompagnées des mulets de la section muletière des troupes de montagne qui a été reconstituée. Et si on monte avec un bol de lait, etc., on pourra goûter le lait qui sort du pis. Bourru filtré pourra être dégusté avec des gobelets éco-responsables. Par contre, j'encourage tous les jeunes Grenoblois et les plus anciens qui veulent venir récupérer un peu de lait frais à amener leurs gourdes et les éleveurs se feront un plaisir de les remplir. Par contre, si c'est une bouteille plastique, là, je suis sûr qu'ils diront non. Bon, donc il faut venir avec ce type exactement, vous avez, une gourde, voilà, parce qu'aujourd'hui, dans le sac à dos, au bureau, moi je dis qu'on ne doit plus avoir de bouteille plastique, mais une gourde réutilisable. Alors, on a vu qu'à la Bastille, on faisait pousser maintenant de la vigne, qu'il y aura des vaches pendant un week-end, et on y met également des ruches. Ça fait partie des nouveautés aussi de l'association. Alors, c'est vrai que l'association travaille beaucoup pour l'organisation de la descente des alpages le 9 octobre, mais elle fait aussi beaucoup de choses tout au long de l'année, justement. Et dans les projets que l'on a pu réaliser cette année, c'était la fabrication de notre miel. Alors, on s'est dit, le miel des alpages, avec des ruches sur un toit d'immeuble au centre-ville, ça nous paraissait un petit peu décalé. Donc, on s'est dit, le meilleur site, c'est la Bastille. Et donc, notre ami Laurent Grane nous a mis à disposition un petit espace sur ces terres agricoles où nous avons pu implanter nos ruches et produire 40 kilos de miel. C'était certes une première année, une année un peu difficile à cause des conditions météorologiques, mais on a pu produire nos 40 miels que l'on pourra offrir et faire déguster à tous ceux qui viendront nous voir le 9 octobre, rue de Strasbourg, place de Metz. On le voit là, ce miel qui est en train d'agrémenter un fromage blanc, sûrement réalisé avec le lait des vaches. Et ben voilà, quel meilleur lien entre notre fête, un peu du fromage, et ce produit magnifique, produit miel toute fleur sur notre territoire. Alors, j'ai la chance d'avoir presque en avant-première un de ces pots de miel, donc fabriqué sur les contreforts de Grenoble. Il a une connotation particulière. Quel type de fleurs butinent les abeilles là, alors là, c'est l'environnement floral de la Bastille. Voilà. Je dirais que c'est un miel toute fleur. Et puis j'ai envie de dire aussi que ces abeilles, elles ont eu une grande chance, c'est qu'elles ont finalement connu un peu la vie des Grenoblois. C'est-à-dire que quand on est à la Bastille, quand on regarde la ville, son environnement, eh bien on se dit que finalement on a quand même la chance. Et c'est d'ailleurs le thème du film qu'on a fait sur notre miel, qui va s'intituler Bee Happy. Bee Happy comme les abeilles qui sont heureuses d'être sur le site de la Bastille, et comme les Grenoblois qui peuvent être aussi heureux d'aller s'échapper, d'aller sur les contreforts de la Chartreuse, du Vercors, de Beldonne, et de se dire que finalement, on a la chance d'habiter un beau territoire. C'est vrai que quand on n'a pas le moral, il suffit de monter à la Bastille, de regarder le paysage, en général, ça rebooste un peu. Il y a d'autres projets pour l'association dans les mois qui viennent ? Alors bien sûr qu'on travaille beaucoup sur le lien territorial, beaucoup sur la transmission, qui est un élément essentiel, avec le soutien
à des jeunes éleveurs, à des jeunes du lycée hôtelier. Et puis, donc, il y a un projet qui nous tient à cœur, si vous voulez, c'est celui du Jardin des Alpages que l'on est en train de co-construire avec la commune de Champs-Rousses et la commune du Grésivaudan, qui va être donc la réalisation d'un mini-jardin alpin pour apprendre à mieux connaître et à respecter les fleurs de montagne. Voilà, pour le public urbain qui veut se former aussi aux compétences de montagne, il y avait le projet peut-être de quelque chose d'encore un peu plus grand. Alors ça, c'est le rêve. Quand on travaille, on se dit, on va essayer de faire un défilé magnifique. Que faire l'année prochaine? Et là, moi, je caresse un rêve, c'est qu'on puisse être partenaire d'un grand salon centré sur l'agriculture de montagne, mais qui pourrait mettre en avant la montagne d'aujourd'hui et de demain et tout ce qu'on peut faire pour construire avec les acteurs de la montagne, les acteurs de la ville, une vie formidable. Et je pense qu'il n'y a pas de lieu plus favorable qu'Alpexpo pour rassembler tous ces gens-là, toutes ces compétences, tous ces produits, toutes ces volontés, pour essayer de montrer un chemin. Voilà, le confinement nous a un petit peu poussé à se recentrer sur certaines valeurs fondamentales, à parfois pousser à certains excès. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de se mettre tous ensemble pour aller montrer une direction, pour vivre une montagne différente et connectée de façon respectueuse avec la ville. Alors, merci Chris. En attendant ce grand salon, le rendez-vous, c'est le 9 octobre dans les rues de Grenoble. Donc, la descente des Alpages avec le point central, place de Verdun, et puis la veille à la Bastille pour découvrir ce nouveau campement. Il faut aller les voir, les vaches. Mais si jamais vous n'aviez pas l'occasion d'être dans Grenoble, Télé Grenoble retransmettra en direct, c'est une première aussi, cet événement dès le samedi matin, autour de 9h30. On devrait prendre l'antenne pour quelques heures de programme. On verra comment se passe le défilé de vaches des Reims, notamment en direct sur notre antenne. C'est une émission qu'on diffusera également. Donc, si vous avez l'occasion d'abord d'être sur place, c'est plutôt un événement quand même à vivre dans l'émotion qui peut libérer. Merci. Ah il y a un téléphone qui sonne. Je suis sûr que c'est le mien. On va le faire. On est en live. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est mon petit rappel de 18h. Allez, on va rester dans la montagne avec la rubrique suivante. Les pépites sont ces jeunes grenoblois, isérois qui s'illustrent dans différents domaines et qu'on aime mettre en avant dans cette émission. Anouk Félix Faure, vous allez être la pépite aujourd'hui. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Excellence Alpinisme National. On l'appelle le GIN, c'est ça Le géant. Le géant. Ah oui, à la française, évidemment. Oui. 25 ans et étudiante à Grenoble en médecine. À côté de vous, Stéphane Benoît. Responsable du géant, Stéphane, alpiniste aussi de haut niveau, himalayiste confirmé. Ce géant, comment on peut le présenter? Donc le géant, c'est un morceau de la FFCAM, le club alpin français. Et donc c'est le groupe élite des alpinistes de haut niveau. Il y a un test tous les 2 ans. Et pour donc un concours très difficile qui donne accès aux élus à cette équipe, donc 2 filles et 7 garçons. Donc le programme, c'est plutôt une année dans les Alpes la première année, et ensuite une expédition. L'objectif est de réaliser des ascensions difficiles dans les Alpes, puis sur des massifs lointains. Là, nous, on va aller au Népal. Et l'objectif aussi, pour la fédération, c'est de donner des outils aux alpinistes qui arrivent à accéder à ce groupe pour pratiquer la montagne en gérant au mieux les risques, tout en essayant d'être le plus performant possible. Quand on se lance dans l'alpinisme, en général, on pratique la montagne d'une autre façon au début, la randonnée, l'escalade. Je ne sais pas si ça a été votre cas aussi, Anouk. Oui, ça a été le cas. J'ai commencé par le ski de rando avec mes parents autour de Grenoble, parce que j'ai grandi à Grenoble. Et puis l'escalade aussi. Et puis finalement, j'ai un peu remis les deux ensemble pour faire des choses techniques et dans la montagne, dans la neige, en altitude. Il faut un bon niveau d'escalade traditionnelle en falaise avant de pouvoir se lancer dans des choses plus ambitieuses. Ça se fait un bon tremplin, oui. Ça permet de progresser assez vite et
d'aller faire des choses tout de suite plus techniques, mais c'est ouvert à tout le monde, l'alpinisme. Je crois que pour rentrer dans le groupe, Stéphane, il y a un niveau minimum à avoir en falaise quand même. Implicitement, parce que c'est un concours. Donc voilà, il y a 5 évaluations. L'escalade fait partie, voilà, c'est une des 5 notes. Et implicitement, mais sinon, non, pas vraiment. Mais c'est mieux d'être dans le 7e degré, début du 7e degré. Voilà. Alors c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas une immense liste d'ascension, c'est mieux s'il est tout en haut du 7e degré, voire dans le 8e degré. Puis quelqu'un qui a une immense liste d'ascension, une grosse expérience en montagne, voilà, pour compenser les notes. Mais donc, oui et non. Qu'est-ce qui vous a incité, Anouk, à passer ces sélections, à essayer de rentrer dans ce groupe ? C'était un super tremplin. C'est vrai que moi, c'est un groupe qui me faisait un petit peu rêver parce que j'étais dans les équipes départementales avant. Et puis, donc, c'est un peu les échos des équipes avant, des projets qui faisaient envie et d'avoir une super dynamique, d'être avec d'autres jeunes motivés et d'avoir des super coachs aussi pour être là avec nous. Donc voilà, finalement, je me suis dit, c'est possible. Et puis voilà. On voit quelques images justement des épreuves de sélection. Il n'y avait pas que de l'escalade, la course en montagne, du trail aussi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Le dry, je m'étais un peu entraînée quand même parce que j'en avais pas fait spécifiquement, donc pour m'entraîner. Alors le dry, pour les non spécialistes, dry tooling, c'est de l'escalade. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en image, crampons et piolets, mais sur du rocher. Hein. Voilà. Donc c'est des choses qu'on est amené à faire en montagne, mais là, c'est que s'entraîner pour une épreuve spécifique, moi, c'est ça pour lequel je me suis plus entraînée peut-être. C'est pas vous qui chutez. Après, il faut être assez polyvalent. C'est des jeunes qui ont vocation à devenir des professionnels de la montagne, Stéphane, c'est ça la vocation, non ? Pas forcément. La fédération, son objectif premier, c'est vraiment de former des alpinistes amateurs au niveau national. Enfin, il y a un recrutement national, et pas forcément, mais certains... pas mal, c'est vrai. Voilà, Anouk, peut-être pas ou peut-être pas encore. Bon, à voir de quoi la vie est faite, mais pas forcément. Voilà. Bon, pour l'instant, Anouk, vous êtes étudiante, on l'a dit, en Oui. médecine à Grenoble. Oui, c'est ça. En 5e année, donc là, vous avez quand même fait le plus dur. 6e même, donc, Oui. Donc j'imagine que vous n'allez pas lâcher autant d'études pour faire guide de haute montagne Non, ou je vais déjà gardienne de refuge. finir ce long projet qui occupe pas mal, et puis après, je garde ça dans un petit coin de la tête, mais pas pour tout de suite, non. Bon, il paraît que c'est 2 ans inoubliables pour les jeunes qui passent en tout cas dans ce groupe. Qu'est-ce que soit la suite de leur vie ? Complètement. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a des grands noms de la montagne qui voilà. ont... Après, il y en a qui font le choix de continuer. Donc, c'est vrai qu'issus de ces équipes, il y a Lionel Daudet, il y a Elisabeth Revol, il y a Sébastien Rattel, il y a des acteurs là qui sont peut-être moins connus, Léo Billon, Benjamin Guigonnet, qui sont en train d'écrire l'histoire de l'alpinisme français, et puis même avec une dimension internationale. Voilà, donc Et puis il y en a peut-être d'autres qui font le choix de cette expérience, de voir ce que c'est l'alpinisme de haut niveau, de s'en approcher, et puis peut-être ne pas s'y engager complètement après, mais ça a été une expérience de vie qui a été, j'en suis sûr, très prenante pour eux, et un moment de vie important. Ouais. Là, on voit quelques images de cascades de glace, parce qu'il faut toucher à tout quand on veut être un alpiniste de haut niveau. Anouk, c'est une discipline dans laquelle vous êtes à l'aise Eh je pense que j'ai... Faut aimer le froid. Oui, il faut aimer le froid. Non, je pense que j'ai beaucoup progressé là-dedans pendant les 2 ans du géant, parce que j'en avais fait un petit peu quand même, mais pas autant que cette année. Et c'est quelque chose de chouette, d'assez polyvalent. Alors là, vous arrivez à la fin du cursus, et donc en bouquet final, j'ai envie de dire, Stéphane, il y a une grande expé au Népal. Oui. Voilà, là on part sur des sommets vierges. Alors là, avec la crise sanitaire, normalement on aurait dû partir l'année dernière, on n'a pas pu. Donc le groupe était bien motivé pour continuer. La fédération a fait l'effort de rajouter une année pour boucler le projet. C'est vraiment un projet qui part des jeunes. On part à 8, on est deux coachs et ils sont 6, 2 femmes et 4 hommes. Et voilà, on a trouvé des petits sommets vierges dans la région de l'Everest. Il en existe encore. Au Népal, oui, il en existe plein. Alors, c'est des sommets qui sont modestes eu égard à des énormes voisins. Mais c'est sans doute pour ça qu'ils sont passés relativement inaperçus. Ils sont plus petits. Et puis, ils sont très, très techniques. Ils sont vraiment très raides.
Donc c'est vrai que c'est ce qui fait une difficulté. Mais nous, c'est ce qui nous intéresse bien, d'avoir des sommets difficiles avec des parois. Des parois qui vont nous demander du fil à retordre. Et puis on a pris aussi une autorisation sur un autre sommet qui est de l'autre côté de la vallée, qui lui présente une grande face, s'appelle le Cholatse, qui présente une grande face nord de 1400 mètres, où là il y a déjà plusieurs voies. Mais comme ça, si l'inconnu ça ne fonctionne pas à cause des conditions ou parce que ça ne nous convient pas pour une raison ou une autre, on peut aussi se rabattre sur un autre projet. Anouk, vous êtes déjà allé au Népal, c'est un peu le temple pour les alpinistes. Et non, jamais, mais j'ai hâte de découvrir. Et grimper, alors Stéphane disait des sommets plus modestes, effectivement, que les 8000, mais c'est quand même des sommets à plus de 6000 mètres d'altitude que vous allez gravir. Oui. Aller si haut, le corps peut aussi avoir du mal à réagir parfois à la très haute altitude. Oui, et puis je pense que... On vous a testé un peu avant de vous engager là-dedans? On a quand même... on a déjà passé du temps pas loin des 4000 ici, et puis après on est certain d'avoir un petit peu fait de l'altitude, être allé en altitude de notre côté. Mais après on est un groupe, donc on verra, chacun va réagir différemment aussi. Hein. Ouais, excuse-moi, mais par rapport aux tests, c'est vrai qu'ils ont eu quand même des tests, des tests de VO2 max, et puis il y a eu leur équipe, il y a eu une expérimentation scientifique avec la FFCAM sur le Mont Blanc, où ils ont gravi le Mont Blanc en une seule journée en partant des Ouches, de tout en bas et jusqu'au sommet, avec toute une série de tests pour voir, c'était scientifique, mais ça leur a servi aussi pour savoir où ils en sont. Ils sont aptes, a priori, Ils sont aptes, il y aura une période d'acclimatation, de toute façon. Hein. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, Anouk. Oui, il y a une bonne ambiance, ouais. Les garçons chouchoutent un peu les filles. Là, je les vois, ils ont l'air un peu excités sur ces images. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas. Non, je ne crois pas que les garçons chouchoutent les filles. Hein. Les filles sont très autonomes. Voilà, Anouk et Pauline, de toute façon, elles sont là aussi pour en découdre. On recherche de la performance en montagne. Donc, elles ne laissent pas leur part du gâteau aux garçons. Hein. Elles ont bien raison. Elles ont bien raison. 5 semaines donc d'expédition sur cet automne pour ce groupe, avec notamment pas mal de jeunes de la région qui vont. Vous allez faire les études à distance. Comment ça va se passer, Anouk? Non, ça va être compliqué, mais oui, ça va faire un petit break, mais il va falloir si vos profs récupérer après. Vos profs nous regardent aujourd'hui, vous ne la verrez pas là pendant les prochaines semaines, mais c'est pour une bonne raison. On sourit, mais c'est vrai que la haute montagne, ça peut être aussi dangereux, et notamment en Himalaya. Vous y pensez, Anouk, votre famille, comment elle appréhende votre pratique Je pense que je laisse un peu de stress, mais bon, voilà, la vie, c'est important de la garder, mais il faut la vivre aussi. Et puis, voilà, on ne va pas dire qu'on y va sans risque, mais c'est des risques qu'on choisit d'accepter et qu'on a envie de vivre aussi, quoi. Il faut les éduquer aussi, ces jeunes, où ils ont conscience. Là, Anouk a un discours déjà bien posé. Vous avez pratiqué la très haute montagne, et notamment en Himalaya. Vous avez frôlé parfois des drames. Oui. On ne le voit peut-être pas sur votre plateau, mais vous y avez laissé des orteils et des bouts de doigts. Je crois que c'était il y a une dizaine d'années. En 2013, il y a 8 ans. Oui. À l'Annapurna, c'est ça? À l'Annapurna, exactement, oui. La montagne, ça ne peut pas être dangereux, c'est objectivement dangereux. Hein. De toute façon, Anouk, voilà, tu as tout dit, c'est parce qu'on essaie de trouver un équilibre entre vivre sa vie, parce que c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, et puis gérer ces dangers et les problèmes qui sont liés à la pratique de la montagne. Donc on essaie de trouver un équilibre en essayant de poser les choses pour prendre le moindre risque possible. Mais on sait qu'on n'est pas invulnérable, on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne va pas maîtriser. Je pense que c'est même la force de notre activité, c'est d'arriver à se lancer dans quelque chose. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais on a envie de le vivre. Et peut-être qu'on serait plus malheureux que si on n'y allait pas. Et voilà, c'est toujours ça l'équation. Et voilà, en tout cas, nous, on est portés par l'action en montagne. Donc, on essaie de vraiment pas faire n'importe quoi, de poser les choses, mais on accepte la dangerosité. Ouais. La part de risque, en tout cas, on espère que tout se passera bien et puis que vous nous enverrez une petite photo du sommet vierge que vous gravirez à Nouk pendant cette expédition. Allez, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Alors, je regarde le chrono, le temps additionnel aujourd'hui, il est de 3 minutes pour que nos invités nous livrent quelques
bon plan ou idée de sortie dans la région. Je me tourne vers Chris, hein, qui avait envie de faire un petit focus sur un musée qui n'est pas très loin de chez nous d'ailleurs. Voilà, la Bastille sera à l'honneur pour la 11e édition de la descente des alpages. Donc sur le site de la Bastille, il y a un lieu qui est un peu méconnu, mais qui est très intéressant, c'est le musée des troupes de montagne. Voilà, il y avait une très belle exposition l'année dernière sur les troupes invaincues de la Deuxième Guerre mondiale, puisque les troupes de montagne ont été invaincues par les Italiens et par les Allemands, même si l'armistice a mis fin au conflit. Et il y a cette année une très belle exposition sur les mulets qui vont justement reprendre une certaine importance au sein des troupes de montagne, qui vont défiler avec les vaches le 9 octobre. Et c'est, je trouve, une belle façon d'aller pousser un petit peu dans l'histoire militaire de notre territoire. On sait que les troupes de montagne font partie de la vie de la nation, au moment des opérations extérieures, pour les opérations sentinelles, dans l'histoire de notre territoire. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil et un petit rappel bien nécessaire. Bon, vous l'avez déjà visité, Anouk, ce musée ? Et non, je suis voilà, passée plein de fois devant, mais... Mais oui, il est au sommet du téléphérique, on ne peut pas le rater sur le parvis de la gare d'arrivée. Voilà, on passe souvent, mais sans pousser la porte. J'invite les Grenoblois, un jour de pluie, à pousser la porte. Voilà, on a vu quelques images de ce qu'il y avait à l'intérieur et Anouk, de retour d'expé, elle ira faire un tour au musée. On reste en montagne avec vous pour un petit bon plan. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Eh ben, moi, un peu plus loin de Grenoble, mais aux alentours, c'est la Bérarde. Pour moi, c'est le paradis de l'alpinisme et pour beaucoup, hein. de la liberté. Ça a une saveur de vacances et puis c'est rien qu'en faisant la route, c'est déjà le bout du monde. Donc, ouais, il faut une bonne heure et demie de Grenoble par une toute petite route de montagne qui malheureusement est parfois un peu sujette aux aléas climatiques, aux éboulements. L'hiver, alors là c'est la face sud de la Mèche qu'on peut voir en quelques dizaines de minutes de marche, hein, depuis la Bérarde. On y accède facilement, on n'a pas besoin d'être un alpiniste pour aller admirer ce panorama depuis le village. Il faut simplement préciser qu'avec l'arrivée de l'hiver, la route n'est pas déneigée longtemps, donc n'y allez pas à partir du mois de décembre, vous risquez d'être un peu surpris, mais là à l'automne c'est parfait. Et puis pour ceux qui veulent grimper au chaud, vous aviez aussi envie de donner une adresse sur Grenoble, là, pour le coup. Et ben, pour grimper au chaud, dans les salles d'escalade, il y a A-Bloc. Moi, c'est une petite salle, mais où je m'entraîne régulièrement. Et je trouve que c'est super convivial, et même si il y a d'autres grosses salles maintenant. Mais voilà, c'est un endroit que j'aime bien, et il y a plein de gens sympas. On fait des belles rencontres, et c'est chouette. Ouais, c'est dans le quartier de la Capuche, hein, une petite rue, là, 23 chemins de l'église. C'est ça. À Grenoble. Il faut la trouver, mais une fois qu'on l'a trouvée, on a vu quelques images de cet endroit. Ça fait un peu une grotte, une grotte à repère pour les grimpeurs. Bon, Stéphane, vous avez passé votre tour, parce que en fait, on ne l'a pas dit, mais vous êtes niçois. Oui, exactement. Personne n'est parfait, mais il y a des belles montagnes aussi dans les Alpes petites, maritimes. Modeste. Vous connaissez quand même Grenoble, vous avez l'occasion en tant que montagnard de venir de temps en temps dans la capitale des Alpes. Oui, je suis venu grimper autour de Grenoble, au Gerbier, au Mont-Aiguille, voilà, à Dent de Crolles, au Grand Menti même aussi, avec une belle aventure au Grand Menti avec Annie Graziani, avec qui on a réussi la Purna quand on était plus jeune, une voie très difficile, on a passé plusieurs jours. Des belles aventures, voilà. Bon. Si vous aimez les sorbets, Anouk m'a donné un conseil, l'Arche aux fruits, c'est un glacier situé à proximité du Jardin de Ville, il paraît qu'ils font des très bons sorbets, donc voilà. Moi j'adore les sorbets, oui. Et puis voilà, il paraît que c'est bon aussi pour la santé. Il vaut mieux un sorbet qu'une glace à la crème et un peu plus lourde. Antoine, on parlait de miel tout à l'heure, ça vous a inspiré un bon plan aussi? Oui, alors moi j'ai la chance de vivre à la campagne, mais je livre régulièrement sur Grenoble mes clients restaurateurs et cavistes. Et en fait, mon petit plaisir, c'est de m'arrêter alors soit à l'Abeille d'Or, soit chez Arax, donc qui sont deux magasins emblématiques du centre-ville grenoblois. Et voilà, c'est la Madeleine de Proust, c'est le plaisir, et c'est surtout tout ce que j'aime dans le commerce, c'est-à-dire les commerces familiaux, des petites entreprises et des gens qui font des choses absolument sublimes. Là, on voit du miel, ça donne l'eau à la bouche. L'Abeille d'Or, c'est 3 rue de Strasbourg. C'est une adresse effectivement assez incontournable pour les épicuriens qui connaissent le quartier. Et puis l'épicerie Arax, c'est rue de Turenne, dans le quartier championné. Je pense que Chris connaît au moins l'Abeille d'Or. Il doit passer devant tous les jours. Un dernier petit bon plan, puisqu'on parle de culinaire là, pour finir cette émission. C'est un peu une façon
différente de vivre transmission et gastronomie. Je rappelle l'intérêt d'aller en famille ou pour un déjeuner d'affaires ou même amical au restaurant d'application de l'école hôtelière, donc au sein du lycée hôtelier, avec bientôt une brasserie qui va ouvrir. Et c'est, je trouve, une façon économique, intéressante de mélanger justement, comme je l'ai dit, gastronomie et transmission, puisque tout est préparé par des élèves, servi par des élèves, et dans un cadre très agréable. Voilà, c'est évidemment, côté du Stade L'Hélier, cours de la Libération, cette bonne adresse. Merci à tous les quatre. Bonne continuation dans vos aventures respectives. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.